La richesse, d'où est-ce que ça vient? C'est la question peut-être la plus fondamentale en économie. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le mécanisme qui est à la base de tout, la création de valeur. On entend parler de croissance, de PIB, ces mots sont partout. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? D'où vient vraiment la richesse d'un pays? C'est une question qui a l'air simple, mais elle est absolument essentielle. Et c'est ce qu'on va creuser. Alors, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Pour comprendre la création de richesse, il faut d'abord regarder la production. Et il faut savoir qu'il en existe deux grands types. D'un côté, on a ce qu'on appelle la production marchande. C'est simple, c'est tout ce qui s'achète et se vend sur un marché. Pensez au café du matin, à une voiture, un service de conseil. Le but, c'est de faire un profit. Et de l'autre côté, il y a la production non marchande. Là, c'est différent. C'est l'école publique, la défense nationale, les services d'une association. Des choses qui sont soit gratuites, soit vendues bien en dessous de leur coût. Elles ne sont pas là pour le profit, mais pour le bien de la collectivité. Et là, attention, c'est un point super important pour la France. Cette production non marchande, ce n'est pas anecdotique du tout. Ça représente presque un quart de toute notre production nationale. C'est significativement plus que la moyenne européenne qui est à 19%. Ça nous dit déjà quelque chose de très fort sur la spécificité de notre modèle économique. Bon, on a les deux types de production. Mais comment on mesure la richesse qui est vraiment créée? Parce que, et c'est un piège classique, il ne suffit pas de regarder le chiffre d'affaires d'une entreprise. Ce chiffre peut être trompeur, il ne nous dit pas tout. Prenons une image toute simple, une boulangerie. Pour faire son pain, le boulanger il doit acheter des choses, de la farine, du sucre, de l'électricité. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des coûts intermédiaires. La richesse, elle n'est pas encore là. La vraie création de valeur, la magie si on veut, c'est quand il utilise son savoir-faire pour transformer ses ingrédients en un délicieux pain. La vraie richesse qu'il a créée, c'est la différence entre le prix de vente de son pain et le coût de tout ce qu'il a dû acheter pour le faire. Eh bien, ce concept, ce calcul tout simple, il porte un nom très important en économie, la valeur ajoutée. C'est ça, le véritable indicateur de la richesse créée. C'est la valeur ajoutée qui nous permet de mesurer la contribution réelle de chaque entreprise, de chaque artisan à l'économie du pays. Donc, si on devait résumer ça en une équation toute simple, ce serait celle-ci. On prend la valeur de la production totale et on en soustrait tous les coûts intermédiaires. Ce qui reste, c'est la fameuse valeur ajoutée. C'est la mesure pure de la richesse nouvelle qui a été générée. Ok, super, maintenant on sait ce qu'est la valeur ajoutée. Mais la question suivante, c'est qui sont les acteurs qui créent cette richesse? Qui sont-ils concrètement? On va voir que le tissu économique est en fait bien plus complexe et diversifié qu'on ne l'imagine souvent. Et là, préparez-vous à tordre le cou à une idée reçue. Quand on dit entreprise, on pense souvent aux grands groupes, autour de la défense. Mais la réalité du terrain, elle est complètement différente. Regardez bien ces chiffres. Plus de 95% des entreprises en France sont des micro-entreprises, c'est-à-dire qu'elles ont moins de 10 salariés. C'est énorme. Notre économie, c'est avant tout un immense réseau de toutes petites structures. Au-delà de la taille, on peut aussi classer ces créateurs de richesse par grands secteurs d'activité. Le tout premier, la base de la pyramide en quelque sorte, c'est le secteur primaire. C'est lui qui va chercher les matières premières directement dans la nature, l'agriculture, la pêche, les mines. Juste après, on a le secteur secondaire. Son rôle, prendre les matières premières du secteur primaire et les transformer en produits finis. Là, on est en plein dans le monde de l'industrie, de l'usine, du bâtiment et des travaux publics. Et pour finir, le troisième grand secteur, le tertiaire. Lui, il est un peu différent. Il ne fabrique pas d'objets. Il fournit des services. Le commerce, les transports, la finance, la santé, l'éducation. Et on va voir que c'est, et de très très loin, le moteur principal de notre économie aujourd'hui. Ce graphique est sans appel. Regardez, plus des 3/4 de la richesse créée en France provient du secteur tertiaire, des services. C'est un phénomène massif, un véritable basculement historique de notre économie. On appelle ça la tertiarisation. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête sur une partie un peu spéciale de notre système productif. Une facette de l'économie qui ne fonctionne pas sur la seule logique du profit. Il s'agit de l'économie sociale et solidaire, qu'on abrège souvent en ESS. La philosophie de l'ESS, elle est à la fois simple et radicalement différente. Elle part du principe que l'activité économique n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, un outil qui doit servir un projet de société, celui de l'équité sociale, de la solidarité. Et ça, concrètement, ça change absolument tout dans la façon de fonctionner. L'objectif premier n'est pas de maximiser les profits pour des actionnaires, mais de répondre à un besoin collectif d'avoir une utilité sociale. Les bénéfices qui sont faits ne sont pas distribués, ils sont réinvestis dans le projet, et la gouvernance est démocratique. C'est le principe une personne égale une voix, peu importe le capital apporté. On y retrouve les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations. Et là encore, attention à ne pas sous-estimer ce secteur. On ne parle pas du tout d'un phénomène marginal. L'ESS, c'est 10% du PIB français.
1/10 de toute la richesse créée chaque année dans le pays. C'est déjà une force économique considérable. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que c'est sur le plan de l'emploi que son importance est encore plus frappante. Les SS emploient 2,6 millions de personnes en France. Je répète, 2,6 millions. C'est tout simplement colossal. Pour mettre ce chiffre en perspective, ça veut dire que près de 14% de tous les emplois du secteur privé en France se trouvent dans les SS. On ne peut donc vraiment pas parler d'une économie alternative. C'est un pilier central de notre économie et de notre pacte social. Ok, on a vu comment la richesse est créée, par qui, dans quel secteur. Il nous reste une dernière question. C'est peut-être la plus sensible. Une fois que cette valeur ajoutée est sur la table, comment est-ce qu'on se la partage? Où va l'argent? Ce partage du gâteau de la valeur ajoutée, c'est ce que les économistes appellent la répartition primaire. Alors regardons les chiffres pour la France. La part du lion, quasiment 60%, va à la rémunération du travail, c'est-à-dire les salaires et les cotisations sociales. Ensuite, un peu moins de 39% va à la rémunération du capital, ce sont les profits des entreprises. Et enfin, une toute petite part, moins de 2%, correspond aux impôts liés à la production qui vont à l'État. Et il faut bien comprendre que cette répartition, ce n'est pas qu'un chiffre technique, c'est profondément politique. Ce partage entre travail et capital est au cœur de tous les débats de société. Il est le reflet de nos choix collectifs, de nos rapports de force. La question de savoir si cette répartition est juste ou non, il n'y a pas de réponse simple. Mais la manière dont on y répond en tant que société définit le monde dans lequel on choisit de vivre. Et ça, c'est sans doute la question économique la plus fondamentale.